À l'extrémité occidentale de l'Afrique, le Sénégal couvre une superficie presque 3 fois plus petite que la France. Une enclave offre un espace à la Gambie, le plus petit des pays africains. 2 frontières naturelles limitent le territoire. Au nord et à l'est, le fleuve Sénégal, le 5e d'Afrique par la longueur, et à l'ouest, l'océan Atlantique qui lance ses vagues sur les 700 km de côte. Dakar, la capitale, est installée sur la presqu'île du Cap-Vert. Ce sont les Lébous, ethnie d'agriculteurs, de pêcheurs, mais aussi de naufrageurs qui l'occupèrent les premiers au début du 19e siècle. Après le passage des colons portugais et hollandais, les Français, sous l'impulsion du général colonisateur Faidherbe, en firent la capitale du pays en 1857. Dakar deviendra vite le premier port d'Afrique occidentale. Nombreux sont les immeubles officiels, comme ceux qui bordent la place de l'Indépendance, à rester marqués par l'influence française. Classique ou moderne. L'avenue Georges Pompidou multiplie elle aussi les réminiscences de la présence française. Mais les autres sources d'influence ne passent plus inaperçues. Au bout de l'avenue se dresse le marché couvert de Sandaga. Bien que cerné par une foule de marchands ambulants et de boutiquiers on ne peut plus disparates, le marché est spécialisé dans les fruits, les légumes et les épices. Les marchés de Dakar sont représentatifs de la société sénégalaise, avant tout rurale, même si le rendement est encore bien faible. Autre haut lieu du commerce, le bâtiment circulaire du marché Kermel, plusieurs fois ravagé par le feu. Peut-être échaudés par les sinistres, de nombreux commerçants se sont installés dans les rues avoisinantes où leurs étals débordent largement sur l'espace public. En Afrique, beaucoup de problèmes se règlent avec l'humour. À l'ouest de la ville, dans le quartier de Soumbédioune, les artisans sont regroupés selon leur production, que ce soit les instruments de musique ou les bijoux en argent gravé. Les matières premières se répandent jusque dans la rue et les créateurs trouvent leur inspiration dans les formes classiques du patrimoine africain ou colonial. On voyage dans le temps en empruntant les taxis-brousses, des véhicules hors d'âge qui circulent souvent à la grâce de Dieu. Heureusement, il existe des pièces de rechange qui reflètent la débrouillardise des Sénégalais. On peut aussi voyager en partant de la gare de Dakar, ornée de mosaïques. En train, une seule grande ligne à voie unique conduit vers le sud-est, jusqu'au Mali. Si la plupart des infrastructures ont été mises en place grâce à la France, le Sénégal a rendu de fiers services à l'ancienne puissance coloniale. Le corps des fameux tirailleurs sénégalais avait été créé par Faidherbe. Leur mémoire survit après leur sacrifice sur le front des grandes guerres. Les religions cohabitent sans heurts dans un pays à 80% musulmans et à 10% catholiques. Le bâtiment de l'hôtel de ville et le palais présidentiel datent du début du XXe siècle. Leur architecture contraste avec celle de l'Assemblée nationale plus récente. Indépendante depuis 1960, la République sénégalaise regarde vers l'avenir, sans oublier le passé colonial. 4 km au large de Dakar, l'île de Gorée doit son nom aux marins hollandais du XVIe siècle qui la baptisèrent Goede Rede, bonne rade. Le caillou mesure moins d'1 kilomètre en longueur, mais pour les militaires et les marchands, il devint vite un relais important. Les entrepôts témoignent de l'ancienne activité commerciale. D'autres bâtiments dissimulent un certain art de vivre à l'abri des hauts murs. Plusieurs cultures différentes s'y sont succédées et des fortunes y ont été construites.
Tout cela ne manquerait pas de charme si le destin de l'île, derrière les murs pastels, n'avait été scellé dans une abomination. Le trafic d'esclaves. Gorée fut pendant 3 siècles, de 1536 à 1848, patrimoine de millions de Noirs, arrachés à leur sol natal au cours du plus grand déménagement humain que le monde ait jamais connu. Tour à tour portugaise, hollandaise, anglaise et française. Gorée fut mémoire et reste encore mémoire de l'Afrique. Gorée est patrimoine de l'humanité. C'est un site touristique visité par tous les hommes épris de paix et de liberté. Seules quelques communautés religieuses demeurèrent sur place après l'abolition de l'esclavage. Les rues de Gorée se vidèrent. L'île perdit 88% de sa population en un siècle et retrouva toute sa quiétude provinciale. En tournant le dos au passé, il fallait partir pour le continent tout proche, à seulement 20 minutes de bateau. L'agglomération de Dakar est ouverte sur un large front de mer, la Corniche. Celle-ci est dominée par 2 collines jumelles aux formes avenantes, les Mamelles. Surveillée par les îles désertes de la Madeleine, la Corniche accueille le petit port de pêche de Soumbédioune. En fin d'après-midi, des centaines de pirogues reviennent du large en rang serré. Les ménagères aux boubous chamarrés attendent avec leur progéniture que les embarcations livrent le produit de leur pêche. La base des longues pirogues est taillée dans le tronc du fromager, un arbre au bois léger, extrêmement résistant à l'eau de mer. Les plus belles prises sont destinées à l'exportation. Les restaurateurs de Dakar se réservent le second choix. Quant aux espèces plus communes, elles patientent sur les étals, à l'attention du consommateur local. Proche de la ville, mais indifférent à l'agitation du monde moderne, les habitants de Soumbédioune n'imaginent pas la vie sans la tradition du marché aux poissons. Vers l'intérieur des terres, les baobabs jalonnent la route qui mène de Dakar à Saint-Louis. À 20 km de la capitale, Rufisque. Centre arachidier au XIXe siècle, Rufisque était lors de la colonisation l'une des 4 villes, avec Dakar, Gorée et Saint-Louis, dont les habitants étaient de plein droit citoyens français. Quelques édifices témoignent encore de ce passé colonial. Les traces laissées par la France sont multiples, même si certaines ont été sénégalisées. Ainsi, l'endroit où l'on mange de la viande sur le pouce s'appelle une dibiterie. Bien qu'elle soit assoupie sur son passé, Rufisque conserve une activité grâce à ses petits commerces. Mais la ville est loin d'avoir retrouvé ses couleurs, disparues comme celles des immeubles coloniaux. C'est la saison des mangues. Ce fruit est originaire d'Asie et se vend avec le sourire. Beaucoup d'arbres africains, appréciés pour leurs fruits, ont été importés d'autres continents et acclimatés ici par les colons. L'histoire coloniale revit à Thiès, dans un petit musée où sont exposées des toiles évocatrices. Elle relate les luttes armées qui opposèrent, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les colonisateurs et les chefs de guerre indigènes. À proximité, le musée des arts décoratifs présente, sur un mode plus pacifique, des tapisseries au point d'Aubusson réalisées par de grands artistes sénégalais. La côte est le domaine des pêcheurs.
Ils vivent en communauté disséminée le long de l'océan. Une localité comme Caiard voit partir chaque matin jusqu'à 4000 pêcheurs à bord d'une nuée de pirogues aux flancs bariolés. Ici, les embarcations sont généralement taillées d'une seule pièce dans le tronc du baobab, un bois tout aussi léger que celui du fromager. La plupart des poissons sont vendus et consommés rapidement. Les autres connaissent un traitement différent. Ils peuvent être séchés ou fumés à même le sol. La technique du fumage permet de conserver le poisson très longtemps tout en parfumant sa chair. Plus au nord, la nature a créé l'un des décors les plus étonnants d'Afrique. Tout proche de l'océan, un plan d'eau aux couleurs improbables. Le lac Rose. La coloration du lac varie du rose au mauve selon les heures, au gré de la lumière. Les micro-organismes et les sels minéraux dont elle est chargée donnent à l'eau sa teinte de base. Chaque litre contient 380 grammes de sel. Des dizaines de travailleurs, hommes et femmes, extraient jour et nuit la précieuse substance blanche. Plus de 24 000 tonnes de sel sont prélevées chaque année. Tout le sel entassé sur la rive du lac n'a pas la même qualité. Le meilleur est conditionné en sac et emporté par camion vers Dakar. La qualité inférieure est transportée en vrac. Elle recevra un traitement industriel ou servira à conserver le poisson. Le nord du pays est entièrement bordé par le fleuve Sénégal qui sert de frontière avec la Mauritanie. À son embouchure s'est installée la ville phare de toute la région irriguée par le cours d'eau, Saint-Louis. Le cœur de Saint-Louis bat sur une île, entourée par les eaux du fleuve Sénégal et reliée au continent par le pont Faidherbe. Long de 507 mètres, le pont fut dessiné par Gustave Eiffel et inauguré en 1897. C'est le premier chantier important entrepris par Louis Faidherbe, le gouverneur de la colonie, à qui le Sénégal doit notamment son unité. C'est Faidherbe, en effet, qui imposa un pouvoir central à des régions jusque-là dominées par les marabouts locaux. Il fit de Saint-Louis, ancienne place forte et comptoir pour le commerce de l'ivoire, de l'or et des esclaves, une vraie capitale pour le Sénégal, qui ne fut supplanté par Dakar qu'en 1902. Les vestiges des énormes grues qui transbordaient les marchandises témoignent encore de l'importance passée de la ville. Le nom de Saint-Louis est également associé aux plus grandes heures de l'aéropostale. Parti de Saint-Louis pour rejoindre Natal au Brésil, un jeune aviateur réalise le 12 mai 1930 le premier transport de courrier aérien entre l'Europe et l'Amérique via l'Afrique. Son nom, Jean Mermoz. L'aéroport de Saint-Louis entretient précieusement son souvenir à proximité de la piste qui a vu cet envol historique. Bâti sur une position stratégique, Saint-Louis fut fondé au milieu du XVIIe siècle. Son nom fut choisi en l'honneur de Louis XIII. Les entrepôts côté fleuve et les anciens magasins côté rue rappellent le passé prospère du premier comptoir permanent établi par les Français au Sénégal. En inscrivant la cité au patrimoine mondial en l'an 2000, l'UNESCO a facilité les projets de restauration des plus belles bâtisses. D'élégantes métisses régnaient sur la ville au XVIIIe siècle. Elle s'était enrichie par des mariages aussi opportunistes que provisoires avec des commerçants européens. Elles constituèrent une élite fortunée, réputée pour son raffinement. La ville s'étend selon un plan géométrique au niveau du fleuve.
elle entretient avec le cours d'eau une relation étroite et pratique pour la toilette matinale. Et tout le monde en profite. Le cimetière des pêcheurs, réservé aux musulmans, est installé sur une étroite bande sablonneuse parallèle à la côte, la Langue de Barbarie. Le long cordon de sable est raboté d'un côté par les assauts répétés de l'océan et consolidé patiemment de l'autre côté par les alluvions du fleuve. Il a fallu des milliers d'années aux sédiments qui teintent l'eau d'une couleur ocre pour constituer une langue littorale où de nombreux oiseaux aquatiques ont élu domicile. Les hérons dominent le tapis végétal de leur haute stature. Le moindre îlot est colonisé par des oiseaux venus d'Europe pour passer l'hiver et se reproduire. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. La Langue de Barbarie abrite un parc national où la faune peut trouver refuge, même quand l'hiver est particulièrement sec. La sécheresse laisse indifférentes les tortues du parc de Gamble. Le métabolisme de ce reptile a besoin des rayons ultraviolets du soleil pour le développement d'une carapace solide. Herbivore, la tortue n'a pas de dents, mais des mâchoires couvertes de cornes. Les tortues ne sont pas toutes de grande taille. Les plus petites espèces ne dépassent pas les 20 cm. Un rêve de tortue ? Gambader à travers de grands espaces verdoyants. Les feuilles d'acacia sont le mets préféré des gazelles du parc. Introduites par les Portugais, ces élégantes demoiselles se sont facilement adaptées au climat local. Le singe rouge est un de leurs plus fervents admirateurs. Paradis des oiseaux, la Langue de Barbarie s'achève dans un décor insolite, à l'endroit où le fleuve Sénégal se fond dans l'océan. Sur ce royaume de sable, d'eau et de lumière règnent les pélicans. Et les intrus ne sont tolérés que s'ils passent rapidement leur chemin, même s'ils misent sur le nombre. Au nord de Saint-Louis, les intrus sont d'un autre gabarit. De lourds véhicules tout-terrain rescapés de rallyes qui sillonnent l'Afrique du Nord permettent de parcourir la côte sablonneuse. Un moyen d'accéder rapidement au premier village mauritanien. Et bientôt, en tournant le dos à l'Atlantique, on affronte les premières dunes du désert du Sahel. Le Sahel assure la transition semi-aride entre le Sahara et la savane. Mais le plus grand désert du monde progresse inexorablement au détriment de la végétation. Le fleuve Sénégal prend sa source au Mali. En raison de la faible déclivité, il ne suit pas un cours précis. Il serpente nonchalamment en modulant son parcours. Au milieu d'une vaste zone aride, son bassin fertile nourrit hommes et animaux. À 60 km de Saint-Louis, à l'extrême nord du pays, le fleuve est placé sous la protection de l'UNESCO. C'est le parc national des oiseaux du Djoudj. Nous avons 366 espèces d'oiseaux. Donc à peu près 3 millions d'individus. Ça veut dire que nous avons une variété importante des oiseaux d'eau pour la plupart, parce que c'est une zone humide d'importance internationale. Il y a deux migrations. Il y a la migration du Paléarctique occidental, donc les espèces qui quittent l'Europe pour l'Afrique. Et il y a la migration dite éthiopienne, c'est la migration à l'intérieur de l'Afrique. Notre schéma hydraulique nous permet d'avoir le maximum de nourriture pour ces espèces piscivores.
pour notamment le pélican blanc. Quand ils ont vu que les conditions sont idéales, ils se sont regroupés et nous avons amélioré les conditions pour les attirer davantage en faisant des relevés pour permettre d'avoir un nichoir acceptable pour la reproduction. Le dispositif mis en place pour la reproduction des pélicans blancs donne des résultats plus qu'encourageants. Les oiseaux s'y rassemblent en nombre parce que le parc est la zone humide la plus proche de ce côté du Sahara. Le parc du Djoudj est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Pour sa diversité et sa taille, c'est la 3e réserve ornithologique du monde. Le héron cendré s'illustre par son envergure dans un milieu où la présence de l'eau est vitale. L'ensablement du fleuve fait baisser le niveau de l'eau et perturbe le mode de vie des populations qui vivent en symbiose avec le cours d'eau. Le fleuve facilite les tâches domestiques, mais il alimente aussi un vaste réseau d'irrigation sans lequel l'agriculture serait impossible. Pour de nombreux villages isolés, le réseau d'adduction d'eau est la seule chance de survie. Les familles sont nombreuses, 5 enfants en moyenne. 1 enfant sur 2 seulement est scolarisé. La population de la région est en majorité formée par 2 ethnies, les tout-couleurs et les Peuls. Si les tout-couleurs abandonnent de plus en plus leur village pour rejoindre les grandes villes, les Peuls restent fidèles à leur vocation rurale. Principalement bergers nomades, ils comptent pour 13% dans la population nationale. Les Peuls sont présents dans toute l'Afrique occidentale, mais on les retrouve jusqu'au Soudan. Bien qu'ils considèrent le nord du Sénégal comme leur foyer culturel, l'origine des Peuls reste mystérieuse. Certains pensent qu'ils viennent d'Éthiopie, d'autres voient même leurs racines dans le Caucase. Quelles que soient leurs origines, les Peuls sont réputés pour la pureté de leurs traits, la noblesse de leur allure et l'élégance de leurs gestes en toutes circonstances. Beaucoup de géographes établissent un parallèle entre la vallée du Sénégal et celle du Nil, toutes deux fertilisées par des crues. Les paysages présentent de réelles similitudes pour 2 fleuves nourriciers perturbés par les barrages. Comme le Nil en Égypte, le fleuve Sénégal et ses crues sont synonymes de vie. C'est naturellement aussi le long du fleuve qu'a été fondée la plus ancienne ville du pays, Podor. Son nom viendrait des pots d'or que les autochtones vendaient aux premiers commerçants qui s'installèrent. En 1745, les Anglais y édifièrent un fortin, détruit en partie à l'époque où les tribus Peuls luttaient entre elles. Au milieu du XIXe siècle, le général Faidherbe le fit réaménager pour en faire une forteresse capable de résister aux attaques des populations indigènes. Sur les 10 millions de Sénégalais, 45% ont moins de 15 ans. Malheureusement, dans la tranche de la population en âge de faire des études supérieures, 4% seulement atteindront l'enseignement universitaire. Dans leur boubou multicolore, les femmes s'adonnent au rituel du thé en le versant de haut pour exhaler les senteurs et le faire refroidir. En découvrant son visage et en arborant des tenues chatoyantes qui contrastent avec la terre, la femme sénégalaise mène une existence épanouie au sein d'une société musulmane ouverte et libérale. Un hymne à la douceur de vivre, rythmé par le fleuve. Entre Podor et Kaolack, l'essentiel du Sénégal Nord est occupé par le désert du Ferlo et ses 70 000 km², soit 1/3 du pays. C'est la région des bergers nomades. La pression du désert est forte sur les nomades et leurs immenses troupeaux de zébus obligés de parcourir sans cesse des kilomètres à la recherche de nourriture. La déforestation est ici un des principaux problèmes pour l'environnement. C'est à cause d'elle notamment que progresse le désert du Ferlo. Si l'on n'agit pas, les termitières seront bientôt les seules traces de vie sur un espace grand comme l'Irlande.
Les habitations de terre battue et le maigre cheptel ne résisteront pas longtemps à l'avancée du désert. Les vautours ne sont jamais loin, surtout lorsque les tempêtes de sable semblent confirmer que le désert finira par l'emporter sur la végétation. Les Wolofs constituent le groupe ethnique le plus important du Sénégal. Ils représentent presque la moitié de la population et ont imposé leur langue à la quasi-totalité du pays. Leur société est très hiérarchisée. Les métiers et les savoir-faire se transmettent de génération en génération. Les fêtes jouent en cela un rôle prépondérant, car elles renforcent la cohésion du groupe. Il est important de prévoir suffisamment de places assises, même si la plupart des convives préféreront rester debout. La vie du village est en effet rythmée par les fêtes et les cérémonies familiales. Exemple, le baptême, qui donne toujours lieu à de grandes réjouissances. Les Wolofs étant en grande majorité musulmans, ils célèbrent également certains événements selon les directives du Coran. Dans la partie centrale du pays, la mosquée de Touba est un lieu saint pour les mourides, qui forment la confrérie musulmane la plus influente du Sénégal. Le mouridisme a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Il représenta rapidement une force d'opposition qui effraya le pouvoir colonial. Aujourd'hui encore, Touba marque son indépendance par rapport au gouvernement. Outre le respect du Coran, les mourides demandent aux adeptes de l'islam une implication concrète dans la vie quotidienne, notamment par le travail, une valeur fondamentale à leurs yeux. Ils interdisent le tabac et l'alcool dans leur ville, mais envoient leurs enfants se former dans les universités étrangères. Un pragmatisme peu commun au Sénégal. En suivant une ligne médiane qui relie Dakar à Tambacounda, le pays étire une épine dorsale où se concentrent les principales ressources économiques. L'océan en assure une bonne part le long de la Petite Côte, une portion du littoral qui se déroule sur une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Les Portugais pratiquèrent ici le cabotage dès le milieu du XVe siècle. Ils établirent un de leurs premiers comptoirs à Saly, Portugal, un endroit où les implantations touristiques sont aujourd'hui les plus importantes du pays. Le tourisme ne fournit pour l'heure que 5% du produit intérieur brut, mais la tendance est à la hausse. La pêche au gros est la spécialité de la région, l'une des plus poissonneuses du monde. Espadons voiliers, mais aussi marlin bleu, barracuda, bonite ou poisson sabre, les gros poissons ici font le bonheur des pêcheurs, toujours fiers d'arborer leur belle prise. Largement devant le tourisme et l'agriculture, la pêche est la principale source de revenus pour le Sénégal. Et pourtant, sur 700 km de côte, le pays ne peut compter que sur un seul port de pêche d'importance, celui de Mbour, à 80 km de Dakar. Les 2/3 du poisson sénégalais sont fournis par la pêche artisanale. La concurrence des grandes puissances maritimes nuit au développement de la pêche industrielle. Au sud de Mbour, une passerelle de bois relie deux villages, Joal, sur le continent, et Fadiout, installé sur une petite île artificielle. Particularité de cette île, elle a été formée de manière naturelle dans les premiers siècles de notre ère
par un incroyable amoncellement de coquillages. Le culte catholique fait ici l'objet d'une grande ferveur, même si elle est parfois un peu naïve. Les miracles de Lourdes fascinent, et la quasi-totalité de la population ici est pratiquante. Grâce au sol fait de coquillages, Fadiout vit en grande partie du tourisme. Les habitants n'ont donc pas de soucis à se faire, d'autant qu'ils possèdent un sens du marketing très développé. À l'écart du village, des greniers sur pilotis mettent le mil et l'arachide à l'abri des rongeurs. À marée basse, une armée de crabes violonistes monte la garde. La nature a doté ces crabes d'une seule grosse pince qu'ils utilisent comme une pelle. Ils arborent une étonnante couleur violette du plus bel effet. Vers la terre ferme, une autre passerelle conduit au cimetière de Fadiout, également situé sur une accumulation de coquillages. La teneur du sol en calcaire profite aux baobabs. Ils répandent leur ombre sur des tombes aux références parfois approximatives. Musulmans et chrétiens sont enterrés ici et reposent en paix. Le baobab est capable de retenir l'eau de pluie dans ses fibres et dans son tronc souvent creux. Il peut ainsi traverser de longues périodes de sécheresse. Cette faculté lui vaut des pouvoirs magiques et une réelle vénération de la population. Les autochtones se sentent en sécurité près de son énorme tronc et suspendent des vœux ou des ex-voto à ses branches. Léger, le bois de baobab sert, entre autres, à la fabrication de pirogues et d'instruments de musique. Dans certaines régions, les plus gros des baobabs servent de dernière demeure aux griots, les musiciens-conteurs qui officient dans chaque village. La forêt de Bandia, près de Sali, compte peu de baobabs, mais regroupe quelques-unes des 450 espèces de la faune sénégalaise, des gazelles aux phacochères qui pour manger se mettent à genoux. Ce qui intrigue toujours le singe rouge qui fait part de son étonnement au merle métallique. Chacun ses habitudes, les buffles aiment tremper leurs oreilles dans l'eau. Les girafes, elles, sont attirées par les branches à épines des acacias dont elles adorent les feuilles. Amenées d'Afrique de l'Est, les girafes ne vivent pas d'habitude dans cette partie du continent. C'est pourquoi leur présence suscite les protestations des tisserins, toujours hyperactifs, qui se demandent si leurs nids sont bien hors de portée de l'animal au long cou. Entre Mbour et la Gambie, la réunion de deux fleuves, le Siné et le Saloum, crée un delta où l'habitat humain partage l'espace avec la mangrove et ses massifs de palétuviers. L'alternance de zones humides et sèches a permis la création d'un parc national remarquable où les espèces se côtoient sans se gêner. Les flamants roses apprécient les zones dégagées car ils ont besoin de s'élancer sur plusieurs dizaines de mètres avant de prendre de l'altitude. Le cormoran concurrence le pêcheur à l'épervier, mais les ressources et les besoins s'équilibrent pour tout le monde. La présence humaine dans les parcs nationaux, lorsqu'elle est bien intégrée, est une garantie de préservation du patrimoine naturel sur le long terme.
et le patrimoine culturel se perpétue lui aussi, notamment grâce aux danses des Sérères, la deuxième ethnie du pays. Plus on pénètre vers l'intérieur des terres, plus la saison des pluies est courte. La sécheresse sévit, mais le long de la route qui mène à Tambacounda, les signes de vie ne manquent pas. On n'est pas coupé du monde et on peut même soigner son look. Jalonnée de monumentales termitières, la route asphaltée est longue et étroite. Lorsqu'un poids lourd ouvre la marche, pas la peine de s'énerver. Il vaut mieux prendre son mal en patience et regarder le paysage. Les plantations d'arachides couvrent 40% des terres arables du pays et assurent 20% de ses exportations. Planté en mai, l'arachide est récolté en novembre. Les cacahuètes sont isolées grâce à une méthode élégante qui a traversé les siècles avant d'être séchées pendant plusieurs semaines. Le manioc, aux vertus, dit-on, aphrodisiaques, est une composante importante de la cuisine sénégalaise, au même titre que le mil. Le mil est une céréale que les femmes passent au pilon pour l'utiliser entre autres dans la confection du couscous. Tambacounda, ville principale du Sénégal oriental, est le point de départ pour le seul vrai safari sénégalais, celui qui permet de découvrir le parc national du Niokolo-Koba. Avec près d'1 million d'hectares, ce parc est une des plus importantes réserves animales et végétales de toute l'Afrique occidentale. Il est une des réserves de la biosphère placée sous l'égide de l'UNESCO. Le parc a permis, malgré le braconnage, de conserver au Sénégal certaines espèces comme la panthère, qui, sans protection, aurait disparu de la région depuis longtemps. Plus de 350 espèces d'oiseaux côtoient en parfaite harmonie 70 espèces de mammifères. En toute liberté, ce petit monde animal évolue dans un décor composé de 1500 essences végétales. Un petit monde qui se développe, comme le parc. En effet, le Niokolo-Koba s'appelle désormais Niokolo Badiar, une appellation correspondant aux nouvelles limites de la zone protégée qui englobe maintenant certaines régions voisines de la Guinée. Le nom du parc laisse complètement indifférents les phacochères tant que l'alimentation en eau continue d'être assurée. Le fleuve Gambie et 2 autres cours d'eau irriguent la réserve. Les 50 espèces de poissons qu'on y trouve constituent un excellent garde-manger pour les alligators. Les hippopotames, eux, apprécient de pouvoir se prélasser dans l'eau fraîche avant que les rayons du soleil ne baissent et colorient le paysage de couleur fauve. Au sud du pays, la région de la Casamance longe la frontière avec la Guinée-Bissau. Pour y accéder en provenance de Dakar, il faut passer par la Gambie. Cela implique de franchir la douane et de prendre le bac pour traverser le fleuve Gambie. Appartenant aux ethnies mandingues et diola, les habitants de Casamance sont très attachés à une terre qu'ils ont défendue pendant des siècles contre les invasions portugaises et françaises. Contrairement aux régions du Nord, la Casamance n'a pas de problème d'alimentation en eau.
Elle subit 5 mois de saison sèche, mais les longs mois d'hivernage, la saison humide, laissent une terre gorgée d'eau. Si le mil, le sorgho et le maïs poussent à profusion, c'est surtout le riz qui bénéficie de ces conditions climatiques. Il constitue l'essentiel de l'alimentation des Casamançais. Le riz de Casamance est le meilleur du pays, tellement bon qu'il ne se vend pas. Il se donne ou s'échange selon la coutume. Les rizières, pourtant nombreuses, sont encore trop peu rentables pour répondre à la demande nationale. Vaste labyrinthe de canaux et de ruisseaux, la Casamance, c'est d'abord un fleuve long de 300 km qui a donné son nom à la région. C'est tout naturellement, en bordure du fleuve, qu'a été bâti Ziguinchor, chef-lieu de la Casamance. Non, non, attention, attention. Fondée au XVIe siècle par des commerçants portugais, la ville tire son nom de la déformation du mot Izguinchor, le nom de la tribu qui vivait autrefois dans cette contrée. Pendant la première moitié du XXe siècle, Ziguinchor a été, grâce aux Français, un centre commercial prospère. Siège de l'évêché, Ziguinchor dispose d'une cathédrale qui entretient le souvenir d'une messe célébrée par le pape Jean-Paul II en 1992. Respectueux des valeurs esthétiques locales, le centre culturel français voisine avec l'un des marchés artisanaux les plus intéressants du pays. Des artistes venus des 4 coins de la province travaillent de nombreux matériaux et principalement le bois, une des richesses de la Casamance. Le travail du bois n'est pas une tradition profondément ancrée au Sénégal, même en ce qui concerne la confection des masques. L'usage de masques traditionnels y est quasiment inconnu et en tout cas beaucoup moins ancien que dans d'autres cultures africaines. L'exception vient des diolas de Casamance qui utilisent des masques rituels lors des cérémonies initiatiques masculines. Les tissus de couleurs vives, en revanche, comptent parmi les productions artisanales les plus originales du pays. Certaines étoffes locales, baptisées Lagos, sont peintes à la main et assemblées pour confectionner le boubou national porté par les deux sexes. Les textiles tissés sur place sont réalisés sur des métiers inchangés depuis des siècles. Les créations aux couleurs et aux motifs beaucoup plus discrets témoignent d'un raffinement et d'une élégance rares. Certaines décorations exploitent la technique du batik, dans laquelle les zones non teintées sont enduites de cire. Ziguinchor a son oiseau fétiche, la cigogne. Chaque année, entre octobre et janvier, ces échassiers migrateurs quittent l'Europe pour les régions chaudes. À Ziguinchor, elles viennent nicher en plein cœur de la cité. La Casamance mérite bien l'appellation de jardin du Sénégal, un jardin où les espèces se complètent à merveille. Les plantes ornementales pour leurs feuilles ou leurs fleurs, comme le canna ou le croton, s'associent aux végétaux utiles comme le calebassier, dont les fruits évidés servent de récipient. Avec de longues bêches, les hommes creusent les sillons dans la terre des rizières selon une méthode ancestrale. Autre technique venue du passé, l'architecture des cases à ciel ouvert, dite à impluvium, qui ne se construisent plus aujourd'hui. À Enampor, à une 50aine de kilomètres de Ziguinchor,
quelques-unes de ces bâtisses sont entretenues avec soin. Nos ancêtres habitaient dans des cases à impluvium. Donc la case à impluvium chez nous, c'était sous forme de château fort. Donc ils avaient besoin de sécurité parce qu'à l'époque, il y avait des guerres tribales. Et aussi, les forêts étaient plus intenses parce qu'il pleuvait beaucoup à l'époque. Donc on avait besoin d'un abri dans lequel les personnes et le bétail seraient hors de danger. Oui, les cases à impluvium abritaient hommes et animaux. Leur grande taille permettait également de mettre à l'abri une partie de la récolte. Dans la même région, au pied de fromagers aux racines démesurées, se dissimule le village de Mlomp. Les cases en torchis de Mlomp ont elles aussi une particularité architecturale. Elles sont à étages. Le fromager s'est doté d'énormes contreforts, un peu comme une cathédrale gothique, pour soutenir la base d'un tronc qui peut atteindre une hauteur vertigineuse. Dans le sud de la Casamance, la végétation se fait de plus en plus dense lorsqu'on se rapproche de la Guinée-Bissau. Pour signaler la présence du village, il faut donner de la voix. Les racines aériennes et les lianes menaçantes s'opposent au regard et ne cèdent le droit de passage qu'avec réticence et sur d'étroits chemins. Vers la côte, la petite bourgade d'Elinkin vit de la pêche et du transport fluvial sur les bras d'eau appelés bolong. À l'embouchure du fleuve Casamance, l'île de Carabane contrôle l'accès des embarcations en provenance de l'Atlantique. Son implantation stratégique en fit la capitale de la Casamance jusqu'à la mise en place de l'administration coloniale. L'église, d'inspiration bretonne, rappelle le souvenir lointain des colons français. Certains perdirent la vie dans des circonstances dramatiques. L'un des fondateurs de Dakar fut tué par une flèche empoisonnée, le capitaine Protet. Il fut enterré debout, le regard tourné vers le fleuve. En longeant la côte vers le sud, le village de Djembering se tapit derrière une épaisse végétation. Ici, comme ailleurs, les toits de tôle ondulée supplantent de plus en plus la couverture traditionnelle des cases. À l'ombre d'un fromager colossal, les enfants patientent en attendant l'heure de l'office dominical. L'église de Djembering est le point de ralliement de tous les paroissiens endimanchés. Venus des environs dans leurs plus beaux atours, les catholiques participent en famille à une messe à la manière d'Yola. Le recueillement n'est pas incompatible avec les rythmes d'une ethnie très attachée à ses traditions. L'arbre du voyageur symbolise bien le village de Cap Skirring, installé à plus de 500 km de Dakar. Un mode de vie ancestral subsiste dans la localité récente où la pêche fait encore recette. Les eaux sont en effet très poissonneuses, à la croisée des courants chauds de l'équateur et des courants froids des Canaries. Mais une partie de la population locale s'est reconvertie devant le succès rencontré par les sites magnifiques du Cap Skirring. Quelques-unes parmi les plus belles plages du pays sont devenues, en quelques années, des valeurs sûres du tourisme sénégalais. À la fois ouvert aux influences extérieures et enraciné au plus profond du continent africain,
le Sénégal trouve progressivement son chemin parmi les croyances, les cultures et les ethnies. Chacune d'entre elles s'éclaire et se reflète pour baliser de lumière la piste aux découvertes.